qui s'étend aussi bien sur les rois que sur les sujets, et que toujours les biens sont mêlés de quelques mots, le ciel permit que la reine fût tout à coup attaquée d'une âpre maladie, pour laquelle, malgré la science et l'habileté des médecins, on ne put trouver aucun secours. La désolation fut générale. Le roi offrait sa fille pour celle d'une épouse si chère, mais les dieux et les fées étaient invoqués en vain. Trouvez bon avant que je ne meure. J'exige une chose de vous. C'est que si vous prenez l'envie de vous remarier... Non. Non, ma reine. Ma chère reine. Jamais je n'y songerai. Parlez-moi plutôt de vous suivre. L'État va exiger des successeurs. Et comme je ne vous ai donné qu'une fille, il va vous presser d'avoir des fils qui vous ressemblent. Taisez-vous. Écoutez-moi. Je vous demande instamment, par tout l'amour que vous avez eu pour moi, de ne céder à l'empressement de vos peuples que lorsque vous aurez trouvé une princesse plus belle et mieux faite que moi. J'en veux votre serment, et alors je mourrai contente. Mais c'est impossible. Jurez. Je vous le jure. La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte. Venez, mon père. Laissez-moi, mon enfant. Je ne veux plus vous voir. Jamais. Les grands de l'État s'assemblèrent et vinrent encore prier le roi de se remarier. Cette première proposition lui parut rapide et lui fit répandre de nouvelles larmes. Mais les raisons du royaume étaient plus fortes que les sentiments d'un roi. Les ministres. Je vous écoute. Nous avons pensé, Majesté, qu'il était mauvais pour vous-même et pour l'État de rester seul. La solitude d'un roi est néfaste à sa santé. Il est temps pour vous de vous remarier. Pourquoi donc me demandez-vous toujours l'impossible? L'État demande un prince héritier pour son repos et sa tranquillité. Mais le royaume est en paix et ne veut pas la guerre. Majesté, la réunion du conseil ne peut que vous approuver. Mais le conseil se réunit aussi pour vous conseiller. Je comprends vos raisons. Et je peux me remarier. Mais j'ai fait le serment à la reine défunte de n'épouser qu'une princesse plus belle et mieux faite qu'elle. Ce fut une promesse bien légère. Que signifie? Il importe peu qu'une reine soit belle, pourvu qu'elle soit vertueuse et féconde. Je ne partage pas cette idée. Je ne manquerai pas à ma promesse. Faites chercher dans les États voisins, parmi les princesses en mal de mari, celle qui pourrait convenir. Allez, je ne demande qu'à vous contenter. Chaque jour, on lui apportait des portraits charmants, mais aucun n'avait les grâces de feu la reine. Ainsi, il ne se déterminait point. Le Premier ministre. Les ennuis commencent. Allez, Majesté, deux de nos meilleurs messagers arrivés ce matin nous ont rapporté de bien charmants portraits. s'ils sont aussi gracieux que les précédents, merci bien. Ils étaient si mal peints que l'on ne pouvait deviner si la fille était jolie ou stupide. Faites voir. Son père possède le plus grand royaume qu'il se puisse. Allons, faites voir. Elle est affreuse. Et son père consentirait à vous léguer la moitié de ses terres. Triste. Qu'il garde tout. Voulez-vous donc voir à mon bras un aideron? Celle-ci, je l'avoue, n'est plus très jeune. Mais sa richesse dépasse de beaucoup. Le nombre de ses ans. Tristesse. Ennui. Orgueil. Hypocrisie. Et toute borgne. Bossue. Sourde peut-être.
Et les princesses de contes de fées, ont-elles disparu? Il reste bien celle-ci. Montrez. Dieu, qu'elle est belle! Vous la cachiez, Félon. Quelle douceur, quelle pureté, quelle grâce. Mais qui est-ce? Votre fille, Majesté. L'amour se porte autour du cou. Le cœur est fou. 4 bras serrés qui s'enchaînent. L'âme sereine. Comme flamme de blanche laine. L'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour m'a rendu fou. L'amour fait souvent grand tapage, au plus bel âge. Il crie, il déchire, il mord. Pauvre cerveau, il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour n'est pas bien sage. Comme elle est belle. Plus belle que la reine, Majesté. Elle la surpasse de beaucoup en esprit et en agrément. Quand il a vécu trop longtemps, le cœur content, l'amour à la moindre anicroche s'effiloche. Au clou du souvenir s'accroche. L'amour se meurt avec le temps. Amour, amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Votre père m'envoie vous chercher. Maintenant. Mon père? J'arrive. Vous m'avez fait chercher, mon père? Cela vous surprend-il, ma fille? Depuis la mort de ma mère, vous m'évitiez, vous refusiez de me voir. En avez-vous souffert? Oui, mon père. Je le regrette. La solitude était ma seule compagne. Mais j'ai décidé d'en finir. Relevez-vous, ma chère fille. Je vous ai entendu et votre voix m'a charmé. Votre penchant pour la poésie m'a ravi. Et je pense que vous ne resterez pas insensible à ces quelques vers. Je connais mal la poésie, mon père, mais je l'apprécie. J'ai ici quelques poèmes des temps futurs. Les anciens ont écrit de fort belles choses, évidemment. Mais les poèmes de demain devraient vous exalter davantage. Écoutant ta guitare, fée, les objets te suivent, Orphée, jusqu'à la forme que tu veux. Aimez-vous? Il me déconcerte. C'est votre marraine, la fée de Lila, qui me l'a donnée. Sa connaissance du futur m'émerveille. Écoutez cet autre qui nous convient si bien. L'anneau se met à l'annulaire après le baiser des aveux. Ce que nos lèvres murmurèrent est dans l'anneau des annulaires. Mets des roses dans tes cheveux. Je vous aime, ma fille, et je veux vous épouser. La poésie vous égare, mon père. Arrêtez, je vous en conjure. M'aimez-vous? Oui, mon père. Je vous aime beaucoup. Beaucoup, mais ce n'est pas assez. Permettez-moi de me retirer, mon père. Je me sens lasse tout à coup et, comment dire, bien mal pensante. Bien ou mal, j'ai décidé de vous épouser, ma fille. Et je vous épouserai. Ne me poussez pas à commettre un tel crime. Laissez-moi réfléchir. Bien, je vous donne jusqu'à demain. Le roi, qui s'était mis en tête ce bizarre projet, avait consulté un vieux mage pour mettre la conscience de la princesse en repos. Ce mage, moins religieux qu'ambitieux, sacrifia à l'honneur d'être confident d'un grand roi l'intérêt et l'innocence de la vertu, et s'insinua avec tant d'adresse dans l'esprit du roi, lui adoucit tellement le crime qu'il allait commettre, qu'il le persuada même que c'était une bonne œuvre que d'épouser sa fille. Tu es sage et savant. Tes conseils ne m'ont jamais égaré. Voilà,
J'aime la princesse et je veux l'épouser. Est-ce vraiment un amour coupable? La princesse est-elle sensible à votre majesté? Elle dit m'aimer, beaucoup. Et en même temps, elle se trouble. Tu vois ce que je veux dire? La princesse est bien jeune pour analyser les mouvements de son cœur. Il est écrit ici... excusez-moi, je retrouve mon monocle. Ah oui, il est écrit ici que toutes les petites filles auxquelles on pose la question avec qui veux-tu te marier quand tu seras plus grande, répondent immanquablement avec papa. As-tu une fille? Hélas, non, majesté. Mais si j'en avais une, je l'épouserais sûrement. Tu es le plus sage des savants. J'épouserai la princesse. Tous les chemins. Vous, à cette heure, vous savez que j'ai horreur que l'on me surprenne. Je ne suis pas prête. Excuse-moi, ma reine, mais ce que j'ai à te dire est extrêmement important. Allons, ne pleure pas, mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage. Et c'est horrible, vraiment. Calme-toi et assieds-toi. Oh, Ne m'explique rien, je suis au courant de tout. Donne-moi un instant que j'arrange ma toilette et sèche tes larmes. Ah, voilà qui est mieux. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser ton père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que tu l'aimes, mais je te l'ai déjà dit, tu confonds les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Tu aimes ton père, je comprends. Quelles que soient tes raisons, quels que soient pour lui tes sentiments, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législation décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas leur fille avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants et tu rencontreras un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie t'offrira ses présents, mais il te faudra auparavant te conformer au plan que j'ai conçu pour toi savamment. Ne crains pas les égarements, je vais t'éclairer brillamment, je vais te protéger, j'ai pour toi un chemin par mes soins tout tracé, j'ai tout manigancé. Ne te tourmente plus, il ne t'arrivera rien de fâcheux si tu suis fidèlement mes conseils. Tu crois? Les faits ont toujours raison. Il faut mettre ton père dans une situation impossible. Tu vas lui dire que pour satisfaire une fantaisie, tu aimerais, je ne sais pas, ce qui me passe par la tête, avoir une robe couleur du temps. Couleur du temps? C'est horriblement compliqué et très coûteux. Jamais avec tout son pouvoir, il ne pourra te l'obtenir. Une robe couleur du temps? C'est une condition? Un caprice plutôt. Et vous m'épouserez? Oui, mon père. Diable, mais quel temps? Le beau temps? Le mauvais temps? Le beau temps, mon père. Une robe couleur du
temps. Mais beau temps, évidemment. Et il la faut pour demain, mais où prendre le temps? Couleur du temps, c'est embêtant. Mais au petit matin, la robe est prête. Il a réussi. C'est terrible. Montre-toi que je te vois. Ah, c'est une splendeur. Je n'ai jamais rien eu de pareil. À dire vrai, je ne pensais pas que cela fût possible. Pour réussir un tel prodige, il faut que son amour soit grand. Comment nous faire? Eh bien, allons-y carrément, soyons exigeants. Demande-lui une robe plus brillante, moins commune. Une robe couleur de lune. Nous verrons bien. Vas-y sur le champ. Couleur de lune? Oui, mon père. C'est-à-dire qu'il soit plus brillant et moins commune. Mais celle-ci vous va comme un gant. Je la trouve, comment dire, bien ordinaire. Je n'ai pas voulu vous déplaire. Couleur de lune, dites-vous? Oui, mon père. Le roi, ravi de l'espérance qu'elle lui donnait, rassembla les plus fameux ouvriers et leur commanda une nouvelle robe, sous la consigne que s'ils ne pouvaient réussir, il les ferait tous pendre. Couleur de lune, que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur. Il réclame la lune à présent, et le lendemain, Comme cette robe est belle, et comme mon père est bon, au fond, je me sens pleine d'amour et prête à l'épouser. Cela ne se peut. Mais il est si gentil. Impossible. Oh, tiens, j'ai encore froissé ma robe en entrant. Comme c'est triste. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. De toute façon, quelque chose ne marche pas. Mon charme n'agit plus. S'userait-il? Un charme peut-il s'user comme un habit? Non, mais il peut faiblir comme une pile. Une pile? Que veux-tu dire? Rien, je vieillis. Ni les fées ne vieillissent pas. C'est vrai, j'avais oublié. Néanmoins, mon pouvoir sur les hommes diminue. Mon charme sur ton père n'opère plus. Je dois avouer que j'éprouve pour lui une immense tendresse. Ah non, je t'en prie. Ou je me trompe fort, nous viendrons à bout de cette passion lamentable. Bon, du calme. Soyons franchement odieuses. Dis-lui qu'il te faut une robe encore plus brillante, une robe couleur du soleil. Mais il me la donnera. Il a réponse à tout. Eh bien, nous verrons. D'ailleurs, j'ai une autre idée. Et je pense qu'il sera un peu surpris par la demande que je te conseillerais de faire. Qu'as-tu encore inventé? Écoute. Oh non, pas ça. Et pourquoi? C'est abominable. Jamais je n'aurai le courage de... Oh! J'aimerais mieux épouser mon père que de lui demander un tel sacrifice. Il faudra pourtant en arriver là. Êtes-vous satisfaite? Adieu vrai, mon père. Je ne serais content que si je n'ai une robe encore plus brillante
et de la couleur du soleil. Que signifie? Celle-ci ne brille-t-elle pas du plus bel éclat? Il se peut, mon père, qu'il y ait un effet de fil d'or et de diamants. Seriez-vous coquette? Je ne le suis guère. Pourquoi jouez-vous ainsi avec moi? Vous aurez cette robe. Si vous me dites qu'il s'agit cette fois d'un gage d'amour et non d'un caprice. Ce n'est pas un caprice, mon père. La princesse demanda une nouvelle robe, et le roi donna sans regret les diamants et les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage, avec l'ordre de ne rien épargner pour rendre cette robe égale au soleil. Aussi, dès qu'elle parut, tous ceux qui la virent déployer furent obligés de fermer les yeux, tant ils furent éblouis. Allez, maintenant, demande-lui ce que je t'ai dit. Je ne pourrai pas. Allez, je te l'ordonne. Que d'éclat! Je n'ai jamais rien vu de si radieux. Comme vous serez belle, ma fille. Êtes-vous contente? Je le suis, mon père. Je suis comblé. Est-ce là votre dernière demande? Ou bien, avant notre mariage, avez-vous encore un désir que je puisse satisfaire? Oui, mon père, mais j'hésite. Dites toujours. J'aimerais la peau de ce vieillard qui s'amuse tant, je crois, dans vos écuries. Mon âne banquier? Oui, mon père. Voilà une bien étrange demande qui m'étonne de votre part. Il faudra que quelqu'un vous ait suggéré cette monstruosité. Votre marraine l'a fait. Probablement. Elle me étend depuis que... Depuis quand, mon père? Sans importance d'ailleurs, je me moque de ce que pensent les fées. Et celle-ci plus qu'une autre. Eh bien, si c'est là votre dernier désir, avant notre mariage, il sera satisfait. Vous aurez la peau de cet âne. Ce soir même. Le pauvre âne fut sacrifié, et la peau galamment apportée à la princesse, qui, ne voyant plus aucun moyen d'éluder son malheur, était désespérée lorsque sa marraine accourut. Cesse là ces enfantillages. Je ne peux plus lui échapper. C'est un jeu trop cruel. Je ne peux pas faire souffrir mon père davantage. Les femmes de chambre disent qu'il organise déjà les cérémonies du mariage. Tant pis pour lui. Mais pourquoi refuserais-je tant d'amour? Et d'ailleurs, pourquoi t'acharnes-tu contre mon père? Je n'ai rien à t'expliquer. Enfin, ton père n'a pas été très bien dans une affaire qui ne regarde que lui et moi. Comme les femmes, les filles ont de la rancune. Ah non, ne pleure pas. S'il aura mon père même, pourquoi devrais-je me soustraire à sa volonté? Pourquoi le fuirais-je? C'est bien orgueilleux de ma part. Je dois la vie après tout. Une mauvaise personne s'était mis en tête de marier sa jeune sœur au prince de ce royaume inconnu. Lorsque Peau d'âne arriva dans ses étables, ne voyant en elle aucun danger pour ses projets, la riche baronne, la prenant pour une pauvre fille, l'accueillit en ces termes. Entre, Peau d'âne. J'ai besoin d'une souillon pour laver mes torchons. Oui, madame. Tu prendras ton service demain. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de ma sœur. Tu es vraiment sale. Une souillon ne peut être propre, ou bien ce n'est plus une souillon. Tu raisonnes trop pour une souillon. Tu nettoieras l'âge à cochon,
Cela te calmera. Oui, madame. J'ai fait un long voyage qui m'a fatiguée. Où pourrais-je loger? Il y a une hutte derrière la propriété, dans la forêt. Allez, file. Célian, viens un peu par ici. Mais je ne suis pas prête. Les coiffeurs que tu as fait quérir sont tous plus minables les uns que les autres. Il faudrait les faire pendre. Mais tu es ravissante. Oui, en effet. On le fera pendre. Écoute, tu es toujours prête à faire ce que je te dis pour épouser le prince? Oh oui, tu le sais bien. En plus, je serai reine. Le prince va passer après la chasse, voir ses propriétés. À cette occasion, tu pourras enfin te faire remarquer. Me faire remarquer? Mais je ne demande que ça. Au dernier bal, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu l'approcher. Cette fois-ci, le prince vient ici. Tu seras à ses côtés. Débrouille-toi pour être présentable. Comment veux-tu que je sois présentable quand les coiffeurs sont si maladroits et les couturiers si peu habiles? Il ne faudra compter que sur mon charme naturel. Bien sûr, Célian. Et je suis là pour t'aider. Laissons là ces péronnelles et retrouvons Podane dans une bien misérable chaumière. Oh, quelle misère! Mais par où commencer? Une chaise? Une table? Le miroir? Chandelier? Et ma cassette. Cependant, au château, le roi son père demeure inconsolable. On ne retrouve plus sa chère fille, sa princesse. Il ordonne que l'on fouille les écuries, la bergerie, les communs, les souterrains. On a beau la chercher partout, on ne trouve aucune trace de la princesse. Elle dormait encore la nuit dernière dans sa chambre. On craint fort que la princesse n'ait été enlevée par quelque Roméo de passage. Mais le roi ne veut rien entendre et pense devenir fou. Que l'on envoie 100 messagers, 1000 mousquetaires, fouiller chaque village, chaque verger, chaque pré. Que l'on m'amène ma princesse. Ramenez-la-moi vivante. Oh, je souffre trop. Que l'on suspende ce mariage. Plus de noces, plus de festins, plus d'ornements, plus de pâtisseries, plus de cloches. Que l'on me laisse seul. Que l'on ne vienne troubler ma paix que lorsque l'on aura trouvé ma princesse. Je ne veux être distrait que par sa seule présence. Et il en fut ainsi. Mais l'on eut beau chercher et chercher encore, la princesse demeurait introuvable. Et pour cause. C'est une calamité. Elle doit être malade. On raconte que sa peau cache une infirmité. Peut-être la pelade. Regarde un peu cette habit. On ne distingue pas tes mains de ton visage. Elle explose partout. Elle me fait grand dégoût. Tu n'auras guère de chance de rencontrer le prince. De la tête aux pieds, ta peau doit être rance. Je t'ai ordonné de ranger les communs et la grange. Le prince est dimanche après la chasse. Il ne faut pas qu'il te voie. Tu devrais te cacher, parce que si le prince te voit, il risque de se fâcher et exiger ton renvoi. Tu empestes, t'es dégoûtant. Tu dois te cacher. Tu n'as pas le droit d'assister à la fête, parce que si les soldats du roi croient avoir une bête... Et
il pourrait la tuer. Mais si c'est là sa destinée. Je prendrai peu de place et je ne parlerai pas. Mais je voudrais voir le prince. Après, je m'en irai. Voir le prince? Mais tu rêves, Cassandra! Tout le monde fuira en voyant ce ladon. Est-ce ta peau qui pue? Très noble courtisane. Oui, sûrement. On n'a jamais rien vu d'aussi laid jusqu'alors. Suis-je vraiment coupable? Quel crime ai-je commis? Je n'ai pas mérité cette vie misérable. Si un prince charmant ne vient pas m'enlever, je fais ici serment que j'irai le trouver moi-même. Plus tard, près d'une claire fontaine, où elle déplorait souvent sa triste condition, Peau d'âne s'avisa de s'y mirer. L'effroyable peau d'âne qui faisait sa coiffure et son habillement l'épouvanta. Honteuse de cet ajustement, elle se décrassa le visage et les mains, qui devinrent plus blanches que l'ivoire, et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle. La joie de se trouver si belle lui donna envie de se baigner, ce qu'elle exécuta. Mais il lui fallut remettre son indigne peau pour retourner à la métairie. Heureusement, le lendemain était un jour de fête. Ainsi, elle eut le loisir de tirer sa cassette, d'arranger sa toilette, de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur de soleil. La belle princesse se mira et s'admira elle-même avec raison, si bien qu'elle résolut, pour se désennuyer, de mettre tour à tour ses belles robes, les fêtes et les dimanches, ce qu'elle exécuterait ponctuellement. Elle mêlerait des fleurs et des diamants dans ses beaux cheveux. Sommes-nous encore loin, Godefroy? Nous arrivons, mon prince. Bonjour, Majesté. Avez-vous fait bon voyage? La chasse fut à la bonne. Oui, noble baronne, mais je suis fourbu. Pouvons-nous commencer dès à présent les festivités? Bien sûr, cher prince. Mais permettez-moi auparavant de vous présenter ma sœur, Céliane, de la Motte. Ravi de faire votre connaissance. Venez, Godefroy, prenons place. Je vous suis, mon ami. Vous n'avez rien mangé, mon prince? Je n'ai pas faim. Quelque chose vous ennuie? Ou bien quelqu'un? Non, je pensais au monde. Ah, c'est bizarre. On dit qu'il va s'arrêter, le monde. Nos fées le remettront en marche. Il y a bien longtemps que je ne crois plus aux fées, mon ami. Tu as tort, Godefroy. Moi, j'y crois. Les fées sont des forces obscures. Elles nous poussent à agir, ou bien, ou mal. Excusez-moi. J'ai besoin de calme. Je vous accompagne, monseigneur? J'ai dit que j'avais besoin de calme, pas de compagnie. Tu vois bien, il ne me regarde même pas. C'est comme si j'étais transparente. Faut faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il voulait être calme. Il est parti tout seul. Et rassure-toi, il n'a regardé personne. Tout semble l'ennuyer. Fais-moi confiance. Je trouverai bien un moyen pour qu'il s'intéresse à toi lorsqu'il rentrera de sa promenade. L'amour se cache dans le cœur, comme un voleur. Et secrètement organise son malheur. Comme un ver dans un fruit trop tendre, au souvenir de son bonheur. Mon ami, tu m'as donc suivi? Je ne pouvais me résigner à laisser mon ami dans la peine. Vous aviez l'air si triste. Vous ennuyez-vous, monseigneur? Non, je ne m'ennuie jamais. Comment s'ennuyer dans un monde où il y a tant à faire, à découvrir, à comprendre? Tu parlais d'amour. Le cherches-tu? Évidemment, je le cherche, comme tout le monde.
Alors, continue ton chemin et peut-être, sait-on jamais, une de tes fées. Merci, mon ami. Regardez là-bas. Quelle est cette lumière? Où ça? Mais là, regardez. Mais oui, tu as raison. Viens, allons-y. T'es-tu fait mal? Non. Il n'a pas faim, mais il lui reste des réserves. Un petit régime, peut-être Que dis-tu? Rien, mon ami. Je pensais juste que... Enfin, rien, Majesté. Amour, amour, je t'aime tant. Pourquoi frappes-tu à ma porte de la sorte? J'ai attendu que tu m'apportes ce bonheur depuis tant de temps. Mais qu'avez-vous vu pour tomber de la sorte? J'ai vu l'amour, tout simplement. L'amour, tout simplement. Et dans cette chaumière? Mais qui habite dans cette mansarde? Je n'en ai pas la moindre idée. Allons le demander à la baronne de la Motte. Dites-moi, chère baronne, quelle est cette princesse qui vit cachée dans la forêt? Quelle princesse? Une princesse? Mais ce n'est pas une princesse, votre majesté. C'est une souillon. Une princesse? Il faut voir cela de plus près. C'est le plus beau visage qui soit. Ne l'écoutez pas, noble damoiselle. Le vin et le soleil l'ont quelque peu dérangé. Une princesse? Mais c'est impossible. Cette fille est une souillon. Je vous assure, mon prince. Elle est tout juste bonne à laver des torchons. On l'appelle peau d'âne à cause de cette horrible peau qui lui grimpe sur le dos. En plus, elle est seule. Ça ne peut pas être une princesse. Peau d'âne? Peau d'âne. Peau d'âne. Quel joli nom. Ah, gentil seigneur. Votre ami a raison. Le vin du pays et le soleil vous auront brouillé l'essence. Qu'est-ce que je vous disais? Je n'ai pas touché à votre vin. Et le soleil n'a brillé que pour me conduire vers elle. Une princesse? Mais c'est impossible. Nous allons la surveiller de plus près, ne t'inquiète pas. Vous avez l'air bien mystérieux, mon ami. Je viens de voir la plus belle chose dans ce monde. Un ange. Diable. Un ange. Que l'on me pende si j'ai rêvé. Je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour. Celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté. Tant de tendresse. Ma vie dépendra d'elle. Je n'existerai plus que pour elle. Il faut que m'appartienne son amour. Je n'attendais plus rien, mais je désespérais. Je lui ferai tant mal que bien. Lorsqu'elle m'apparaît, plus belle qu'un ange, je donnerai ma vie en échange, quitte à être pendu. Il me faut la revoir si je ne veux pas mourir d'amour. Vous tremblez, mon ami. On vous aurait jeté au sort? Oui, je suis ensorcelé. Quel bonheur. Préparez une monture, nous partons. Il revint au palais du roi son père, plus amoureux qu'on ne peut dire, ayant continuellement devant les yeux la belle image de cette fille qu'il avait vue dans cette misérable état. Il se repentit de n'avoir pas heurté à la porte et se promit bien de n'y pas manquer une autre fois. Non, mais là. J'avais cru entendre du bruit dans votre chambre. Au château, on nous attendait que demain. Ce n'est pas un reproche, mais vous savez combien je tremble quand je vous sais sur les routes. Avez-vous fait un bon voyage? Bof. Bof? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon père pourrait mettre un peu d'ordre dans les affaires du royaume. On m'a dit que l'on y trouvait encore des souillons vivant dans des cabanes. Vous réglerez cela avec votre père. Je vous trouve bien soucieux. Êtes-vous souffrant? J'ai parcouru 50 lieues. J'ai sommeil. Vous êtes brûlant. Je suis fourbu. Et vous galopez comme un fou. Vous avez la fièvre. Seriez-vous malade? Ce serait bien ma chance. J'ai donné l'ordre d'un grand bal pour votre retour. Le marquis de Carabas doit y participer. Toutes les princesses vont se presser pour vous voir. M'écoutez-vous? Voulez-vous que j'appelle un docteur? Non, non merci. Laissez-moi, j'ai besoin de repos. Croyant faire plaisir à leur seul héritier,
le roi et la reine avaient organisé un grand bal. Ils avaient convié toutes les princesses du royaume en âge de se marier, espérant par le fait faire oublier au prince son père. Faut-il qu'on le supplie? Je l'ai fait chercher par 3 fois. Je donne cette fête pour lui. Le sait-il? Il le sait. Il dit qu'il est souffrant. Mais où est-il? Dans sa chambre. Il refuse de sortir. Ah, cela ne lui ressemble guère. A-t-il un secret? Pas que je sache. Et a-t-il mangé? Je l'ai fait servir. Il n'a touché à rien. Je vais le chercher. Ne bougez pas. J'y vais. La Ségur a demandé après vous. La princesse de Clèves a voyagé 4 jours pour venir vous voir. La comtesse aux pieds nus, elle a perdu ses chaussures pour vous. Elle vous réclame tout à corps et à cri. Je n'ai que faire de ces péronnets. Je ne veux voir que cette fille. Je veux l'épouser. Il me la faut. Mais je vous assure que c'est une souillon. Et moi, je vous assure que c'est une beauté. Votre absence à la cour suscite les bavardages les plus extravagants, hein. Mais si vous vous avisez de dire que vous voulez épouser une souillon, on vous enfermera. Tu as raison. Mais il faut que je trouve un moyen pour la revoir. Et tant que je n'aurai pas trouvé ce moyen, je ne sortirai pas d'ici. Et je resterai couché et malade. J'ai dit. Qu'avez-vous dit? Majesté. Laissez-nous, Godefroy. Le roi s'inquiète et m'envoie près de vous. Bientôt. Vous n'avez rien mangé? Je n'égoue rien. Mais que se passe-t-il? Ce matin, vous avez laissé la chasse. Tantôt, vous n'êtes pas venu à la comédie. Et ce soir, vous refusez de paraître au bal. On dirait que tout vous ennuie et vous irrite. Pour l'amour du ciel, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous? Rien qui puisse vous distraire? Tu cherches l'amour, mon prince. Demande que Podane te fasse un gâteau. Un gâteau? Mais qui êtes-vous? Et je n'ai pas faim. Pas de question. Faites-moi confiance. N'avez-vous pas dit l'autre jour que vous croyiez aux fées? Je suis la fée des lilas. Vous connaissez Podane? Pas de question. Faites ce que j'ai dit, j'ai tout arrangé. Bien, puisque vous parlez de distraction, il me vient une idée. Et c'est la seule chose qui puisse me divertir vraiment. Dites. Vous savez que je ne saurais rien vous refuser. Je désirerais que Podane me fasse un gâteau. Qui? Podane. Mais vous ne la connaissez pas. Un gâteau, dites-vous? Mais vous n'avez même pas faim. Ne discutez pas. C'est la seule chose qui me fasse vraiment envie. Mais je comprends que cette distraction vous paraisse banale. Mais elle en vaut bien une autre. Un gâteau? Podane, dites-vous? Oui, Podane. Reposez-vous, mon enfant.
Godefroy, j'aimerais vous poser une question. Une devinette? Non, j'ai dit une question. Connaissez-vous Podane? Par Dieu, oui, Majesté, c'est la bête. La bête la plus vilaine après nous. Quand je dis vilaine, elle pue la crotte. Qui est-elle? Une crasseuse, Majesté, qui loge dans une de vos cochonneries, de vos métairies, dans les tables de cochons. Crasseuse ou non, partez sur le champ. Le prince exige que Podane lui fasse promptement un gâteau. Mais cette heure-ci, j'y serai pas bonjour. Raison de plus, filez. Fille de j'ai fini. C'est une fine pâtissière. On courut à la métairie et on ordonna à Podane de faire de son mieux un gâteau pour le prince. Nous y sommes. C'est toi, Podane? Oui, monseigneur. Je suis Godefroy, l'ami du prince. Le prince, qui est malade, je suppose, exige un gâteau fait par toi. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, monseigneur. Bon, alors dépêche-toi, nous t'attendons. Bon, j'espère que tu vas se laver les mains. Un gâteau pour le prince. C'est sûrement une idée de ma marraine la fée. Tu as tout compris, mon enfant. C'est le moment de rencontrer l'amour. Mon livre. Le savarin aux pommes. Non, non, non. Le chenonceau au rhum. Non plus. Le délice à la noix. La galette des rois. Non. Non. La tarte aux abricots. Le soufflé au pruneau. Beignet de compote. Biscuit de Charlotte. Non. 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 Ah, le cake d'amour. Nous y voilà. Maintenant, habille-toi convenablement. Ma robe couleur de soleil. Ravi de pouvoir trouver un moyen d'être connu, Podane, en compagnie de sa marraine, jeta sa vilaine peau, se décrassa le visage et les mains, coiffa ses blonds cheveux, mit sa belle robe couleur de soleil, un jupon pareil, et se mit à faire le gâteau tant désiré. Elle prit de la plus pure farine, des œufs et du beurre bien frais. Préparez votre pâte dans une jatte plate, et sans but de discours, allumez votre four. Prenez de
Voici, noble seigneur, le gâteau est prêt. Ouh, réveillez-vous, on ne fait pas attendre le prince. De retour au château, Godefroy retrouve le prince, entouré du médecin, de la reine et du roi, et de la baronne de la Motte. Tous s'affairent autour du malade. Comment se sent-il? Impossible à dire, Majesté. Il délire, et pourtant il n'a pas de fièvre. N'y a-t-il pas de fée en ce moment dans la région? Elles sont toutes fort occupées, Majesté, à cause de la pleine lune. Mais enfin, vous êtes homme de science. Le gars ne s'est jamais présenté en faculté. Voici le gâteau, Majesté. Qu'en pensez-vous? Rien. Vous savez bien que je n'aime pas les gâteaux. De plus, je ne peux rien avaler ces temps-ci. Et vous? Ma foi, il sent bon le beurre de Saint-Sulpice. Excellent. Voilà, mon enfant. Vous écoutez quand bon vous semblera. Croyez-vous que cela soit bien prudent? Après tout, nous ne connaissons rien de cette peau d'âne. Et si c'était une intrigante? Et si elle avait empoisonné le gâteau du prince? Vous divaguez, ma chère baronne. Comment une pauvre fille de nos métairies pourrait-elle comploter contre le prince? Oh, je n'ai guère faim, il suffit. Il ne devrait pas manger si goulûment. Il va se charger le sang d'air. Là, je vous l'avais bien dit. Dieu du ciel, il s'étrangle. Faites quelque chose. Vous voyez bien que le prince s'empoisonne. Il n'avait rien mangé depuis 3 jours. Donnez-lui un verre d'eau. Merci. Merci à tous. Ce gâteau était succulent. Je me sens beaucoup mieux à présent. Je veux dormir. Vous pouvez vous retirer. Ne vous pouvez contrarier le prince. L'instabilité est le trait dominant de cette mystérieuse maladie. La toux n'est que passagère. Venez, ma reine. Laissez-le se reposer. Vous venez, baronne? Enfin, le moment de mettre à jour mes dessins est arrivé. Que veux-tu dire? Écoute, je viens de la chambre du prince. On lui apporta un gâteau préparé par Podane. Encore Podane? Je n'y comprends plus rien. C'est une princesse, bien une souillon. Laissons-la cette divagation. Écoute plutôt mon plan. Lorsque le prince a goûté le gâteau, il s'est étouffé. L'idée m'est alors venue d'un empoisonnement. Podane... Empoisonner le prince. Mais pourquoi? Si tu m'interromps tout le temps, je ne peux plus réfléchir. Tais-toi donc. Oh, ça va, hein? On sait que c'est toi qui réfléchis. Moi, il suffit d'être belle et... Écoute-moi, si tu veux épouser le prince, écoute-moi. Je t'appuie. Voici mon plan. Tu vas aller trouver la reine et tu vas lui raconter que tu as vu Podane mettre du poison dans le gâteau qu'elle préparait pour le prince. Mais pour quelle raison aurait-elle fait ça? Par dépit. Parce que les palefrenés de notre métairie lui ont dit de se cacher, que si le prince la voyait, il pourrait exiger son renvoi. Une telle crasseuse. Ah, je commence à comprendre. Ainsi, en voyant si attentionné pour le prince, la reine me prendra sous sa protection. Et je pourrai épouser le prince. Il se peut que cela soit plus compliqué. Mais nous n'avons rien à perdre. Il faut essayer. Je vais demander pour toi audience auprès de la reine. Dans les plus brefs délais. La reine et le roi, étant fous d'inquiétude, désiraient ardemment comprendre le subit étouffement de leur fils bien-aimé. Aussi, lorsque la reine accorda audience à Céliandre, Majesté? Entre, Céliandre. Tu désires me parler? Oui, votre majesté. Eh bien, je t'écoute. Parle pour l'amour de mon fils.
Eh bien, voilà, votre majesté. Lorsque les palefreniers de notre métairie ont dit à Podane qu'elle ne pourrait pas avoir le prince, elle est partie furieuse dans la chambre que ma sœur lui a si généreusement octroyée. Oui, et ensuite? Ensuite, majesté, je l'ai suivi et je l'ai entendu dire « Je tuerai ce maudit prince ». En êtes-vous certaine? Comme vous, majesté, j'ai douté de ses dires et je pense avoir mal entendu. Et alors, que s'est-il passé ensuite? Ensuite, je ne sais pour quelle raison, le prince a demandé un gâteau à Podane, n'est-ce pas? Oui. Intriguée et inquiète pour la vie de mon prince bien-aimé, j'ai suivi Podane. Et là, je l'ai vu mettre dans la préparation de son gâteau un liquide de perdrate qu'elle a sorti d'une fiole. Cette intrigante a dit « Voilà, tu l'as bien mérité. Voilà, majesté, voilà la vérité. » Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'avais honte, majesté, parce que c'est ma sœur qui a invité Podane à travailler chez nous. Et je pensais que vous avez des coutards et... Oh, ma reine, permettez que je vous retire. J'ai été magnifique. Super, j'adore. Je n'en doute pas. Ma chère sœur, je n'en doute pas. Vous voyez, noble prince, je vous avais dit de me faire confiance. Oui, mais que faire maintenant? Je ne sais où la trouver. Je ne possède que cet anneau d'or, si joli, si petit. Mais elle, m'aime-t-elle? Que les hommes sont donc bêtes. Cette bague n'est-elle point un signe, une attente de vous revoir? C'est mon vœu le plus cher. Écoutez-moi, je puis vous la faire rencontrer dans un rêve. Alors, il vous faudra vous déclarer. N'hésitez plus, n'attendez plus. Vous cherchez l'amour, eh bien, il vous tend les bras. À vous maintenant de savoir lui parler. Je veille sur vous. Allez, fermez les yeux et rêvez, 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 rêvez. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or. Il aura fallu qu'on nous jette un sort. Ton regard est si profond que tous les soleils pourraient venir s'y mêler. Si jetés à mourir tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds mémoire. Mais qu'allons-nous faire de ce nouveau bonheur? Le montrer ou bien le taire? Tous deux, nous ferons de notre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Nos amours resteront légendaires. Et ensemble, nous vivrons longtemps. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Comme le torrent laisse sa trace au flanc du rocher, je voudrais toujours rester près de toi. Que jamais le temps n'efface ce que je veux être pour toi. Qu'il laisse ma place creusée dans tes bras, où je voudrais vivre et t'aimer. Je passais sans t'apercevoir, comme le vent dans les lilas, comme les peuples dans l'histoire. Mais il fallait que je te voie. Dans un rêve m'est apparue une fée. Elle savait que je t'aimais. Une fée? Elle est passée comme le vent dans les lilas? Elle t'a parlé? C'est ma marraine, la fée des lilas. C'est grâce à elle si on se retrouve ce soir. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de rondelles. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, tu fais tourner de ton cou tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que les fées ont prédit. Comme les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Je suis sûre que les fées nous guident et nous protègent. Comme je suis heureux de vous voir ici auprès de moi, même s'il ne s'agit là que d'un rêve. Vous êtes si belle. D'où venez-vous?
S'il s'agit d'un rêve, nous faisons le même. Je me suis enfuie du château de mon père parce qu'il voulait m'épouser et je ne voulais pas d'un tel crime. Puis vous êtes venu à la métairie de la baronne. Depuis, je ne cesse de penser à vous. Je vous aimais sans grands espoirs. Un seul regard a suffi, et j'ai voulu lier ma vie à la vôtre. Nous vivrons ensemble un conte de fées charmant. D'amour? Ne m'avez-vous point dit que le prince avait été empoisonné? Je ne sais plus quoi penser. Une bergère ne pourrait comploter. Mettriez-vous en doute la parole de ma sœur? Mais les médecins... Prenez garde, il est dangereux de contester ma parole. Mais pour qui vous prenez-vous, baronne? Est-ce ainsi que l'on s'adresse à sa reine? Je vous prie de m'excuser, noble reine, mais la faute que vous allez commettre est si grande que je ne puis vous laisser faire sans réagir. Ne serait-ce plutôt la jalousie qui dicterait vos actes? Il me semble que votre sœur n'est point insensible au charme de notre prince. Je n'ai pas besoin de diffamation pour plaire à mon prince. Si je vous dis que j'ai vu Podane verser le poison, c'est qu'elle a fait. Les médecins n'ont diagnostiqué aucun empoisonnement. Il me semble également que la jalousie vous pousse à de tels mensonges. Sortez et ne reparaissez plus en notre présence. Vous êtes toutes deux bannies jusqu'à nouvel ordre. Que conseillez-vous? L'hymen, Majesté. Cela présente-t-il un caractère d'urgence? Le plus tôt serait le mieux. Merci de vos sages conseils. Nous aviserons. Je ne veux pas débrouiller ce genre d'affaires. Godefroy, c'est à vous, son ami, de vous en occuper. Mais il vous plaira, Majesté. Attendez, je vous accompagne. Il faudra savoir ce qu'elle veut. Mon fils, mon cher enfant, nous savons tout. Vous avez bien de la chance. Nomme-nous celle que tu veux, et nous te la donnerons. Fut-elle la plus stupide des vilaines. Majesté, ne vous emballez pas. Le roi me l'a promis. Un nom, donne-nous un nom, et nous fermerons les yeux. Je ne veux vous causer ni trouble ni émoi, ni rien de ce genre. Je n'ai même pas de nom à vous donner. Voyez, j'épouserai celle à qui cette bague ira, quelle qu'elle soit. Qui vous a donné cette bague? Ah non, pas de questionnaire. Nous pourrions peut-être... Ah non, rien du tout. Je vous connais. Je vous dirai ça, et vous voudriez savoir ça. Et la généalogie et le reste. Bon, je vais faire donner l'ordre que l'on passe au château afin d'essayer une bague. Pour essayer une bague. Merci, merci. Ordre du roi. Toutes les filles n'ont qu'à venir au palais essayer une bague. Attention, les filles seulement. Celle à qui l'anneau ira tout juste épousera le prince héritier du trône. Attention encore, c'est un anneau tout petit, petit, petit. Et le doigt devra être plus mince. Viens par ici, Sorette. L'élixir de gazelle rendra ton annulaire si mince que demain, tu épouseras le prince. Rien ne pourra alors se mettre en travers de nos projets. Je l'ai une merveille, un onguent qui fait mincir le doigt. Dépouchons vite cette bouteille. Votre temps est maçon. Si cela ne marche pas, j'ai une autre idée. Mais il faudra serrer très très fort. Vas-y donc. Point d'hésitation. Je veux le prince et je veux être une princesse. Dis-moi si je te fais mal. Serdog et cesse, monseigneur. Aïe, dépêche-toi. Oh, miracle. Mon doigt maigrit encore. Et c'est moi qui vais passer l'anneau d'or. Aïe, ma peau, ça va la peau. Cette punition n'est point volée. Voilà où mène la vanité. Oh, ma soeur, as-tu vu mon annulaire? Je ne sais pas de quoi il a l'air. Il grossit, il est lent. Où cela va-t-il me mener? Il faudrait savoir ce que tu veux. Parce qu'elles sont bêtes. Comme si un doigt pouvait mincir. Et si vite en plus. Donne-moi le repos.
vais lui affiner. Attends, je vais te chercher. Voilà, je te laisse là, débrouille-toi. C'est ça, va-t'en, laisse-moi souffrir seule, traîtresse. Ouais, je me suis coupée. Bien fait pour elle. Il faut souffrir pour être belle, et je connais qui veut pleurer. Le roi et la reine prirent la bague, l'examinèrent curieusement et jugèrent que cette bague ne pouvait aller qu'à quelques filles de bonne maison. Alors, le roi, ayant embrassé son fils en le conjurant de guérir, sortit. Par toute la ville, les princesses, les demoiselles de bonne famille, ainsi que toutes les filles de ferme et autres métairies, accoururent au palais afin d'essayer cette bague que l'on disait si petite. Chacune ayant au fond du cœur le secret espoir que l'anneau s'ajusterait à leurs doigts et qu'ainsi elle pourrait épouser le prince chéri par tous. Le grand jour enfin arriva. Les princesses d'abord, et les duchesses ensuite. Voilà que je bafouille. C'est toujours ainsi quand je trouve. Bon, les marquises et les princesses d'abord. Les princesses d'abord. Les foules. Qu'allons-nous faire si l'anneau s'ajuste à plusieurs d'entre elles? Cela est exclu, ma chère reine. Et si cela était? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à cela. Du calme, ne poussons pas. Ne pressez pas. Ne vous pressez pas et ne poussons pas par pitié. Bon, j'ai dit, les comtesses et les barrières, les baronnes derrière. Voilà. Voilà le nom, mon prince. La princesse Pioche de la Vergne. Je suis désolé. Oh la firme pourtant que j'ai le plus petit doigt à valier à la ronde. La suivante. La princesse Solène de Montreuil. Il faudra revenir dans quelques années. Avec plaisir, monseigneur. La duchesse de Saint-Amand. Presque, mais pas tout à fait. La duchesse Antoinette de Faugier de la Garde. La comtesse du Bois dormant. Je vais la chercher. La comtesse du Bois dormant, s'il vous plaît. La belle au Bois dormant. Pardon? Ah. Majesté, on me dit de vous dire que la belle au Bois dormant n'est pas là. Elle s'est endormie. La baronne Céliandre de la Motte. Ne nous sommes-nous point déjà rencontrés? Votre Majesté me fait rendre honneur en se souvenant ainsi de moi. Céliandre? Mais c'est Céliandre? Oui, ma reine. Ne lui avons-nous point donné l'ordre de ne plus paraître à la cour? Elle ose encore se présenter au prince. Mais Majesté, le roi a dit toutes les filles, et elle est une fille.
Désolé, la bague est trop petite. Donnez-la moi. Je suis sûre d'y arriver, moi. Ah, et puis zut, personne ne peut mettre un si minuscule anneau. La duchesse de Belcastel. La marquise de Saint-Dieu-les-Labors. Les princesses d'abord arrivèrent, puis les duchesses, les marquises et les baronnes. Mais elles eurent beau toutes s'amenuiser les doigts, aucune ne put mettre la bague. Il en fallut venir aux grisettes, qui, toutes jolies qu'elles étaient, avaient toutes les doigts trop gros. Enfin, on en vint aux filles de chambre. Elles ne réussirent pas mieux. Il n'y avait plus personne qui n'eût essayé cette bague sans succès. Lorsque le prince demanda les cuisinières, les marmitonnes, les gardeuses de moutons. Les servantes et les femmes de chambre avant les cuisinières. Les marmitonnes et les dindonnières à la fin. Et cessez votre paquetage. Votre caquetage, pour l'amour du ciel. Mademoiselle Gauthier, servante au château. Mademoiselle Johanna, danseuse au palais. Je crois que ce n'est pas bien la peine d'essayer, notre seigneur. Donnez-moi votre main. Non, l'autre. Je vous l'avais bien dit. Il n'y a plus personne? Non, monseigneur. Il n'y a plus personne, Majesté. Oui, mon cher enfant, toutes les dames du royaume ont répondu à votre appel. Aucune n'a rempli la condition. Nous en sommes fort contrariés. Cela m'étonne, car enfin, cet anneau doit bien appartenir à quelqu'un. À bien réfléchir, je ne crois pas avoir vu cette peau d'âne. Vous savez, cette fille qui m'a fait un gâteau 6 jours derniers. N'a-t-on point prévenu cette fille? Je l'ignore, Majesté. Que l'on aille la chercher sur le champ. Majesté, c'est une intrigante. Une telle personne ne pourrait devenir ma compagne. Il me semble que nous avons débattu de ce sujet. À tort, il suffit. Prenez garde, il est en mon pouvoir de changer les destinées. Voilà donc ma princesse. Enfin, je vous retrouve. Oui, tu m'as trouvé. Et me voilà reine. J'ordonne que l'on chasse le roi et la reine sur le champ. Et que l'on pende cette maudite peau d'âne. Peau d'âne, dites-vous? Mais il me semble que... Et oui, peau d'âne, vous êtes puissante et maligne, baronne. Mais vos pouvoirs ont les limites de l'amour, du vrai amour. Soldats, emparez-vous d'elle. Peau d'âne! Mais je suis ta princesse! Qui loge au fond de cette allée, dans la 3e médaille? Oui, monseigneur. Montre ta main. Te voilà enfin, je n'y croyais plus. Il faut toujours croire, monseigneur. Il faut avoir confiance. Les filles m'ont enseigné. Merde, voici ma princesse. Venez, mon enfant. Le roi et la reine, charmés de voir que Bodane était une grande princesse, redoublèrent de bonheur. L'impatience du prince pour écouter la princesse fut telle qu'à peine donna-t-il le temps de faire les préparatifs convenables pour cet auguste mariage. Le roi et la reine, qui étaient affolés de leur belle fille, faisaient 1000 caresses et la tenaient incessamment dans leurs bras. Elle avait déclaré qu'elle ne pouvait épouser le prince sans le consentement du roi son père. Aussi fut-il le premier à qui on envoya une invitation. La fée des Lilas, qui présidait à tout comme de raison, l'avait instamment demandé. Le roi de la contrée du cygne.
Mon père, tout est arrangé, ma chérie. J'épouse ton père, tâche de lui faire bonne figure. Ma fille, ma chère fille, tu es là. On ne se quittera plus. Pourras-tu me pardonner ma folie? J'étais aveuglé par le chagrin. Et t'avoir perdu me rendait plus fou encore. Je vous ai déjà pardonné, mon père. Et j'ai trouvé le prince le plus charmant qui soit. Ah, cher prince, je vous confie mon bien le plus précieux. Prenez bien soin d'elle. Majesté, je chéris votre fille de toute mon âme. Nulle princesse ne sera plus aimée. Eh bien, soyez heureux, mes enfants. Les fées veilleront toujours sur vous. Merci, mon père, d'avoir compris. Venez, mon cher roi. Nous allons parler du mariage. Oh oui, un beau mariage. Un très beau mariage pour que l'histoire de nos enfants reste à jamais gravée dans les mémoires. Les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de 3 mois. Il vint des rois de tous les pays. Le roi des Indes avec son éléphant, le roi d'Afrique avec son chameau, le roi de Siam avec ses chats, et des carrosses, et des chaises à porteurs. On raconte que l'amour de ces deux époux durerait encore s'ils n'étaient morts 100 ans après. Merci, cher public. Voilà, le conte de Podane est terminé ce soir. Nous allons vous présenter une couturière, Marie-Claude, qui était restée dans les coulisses avec Mylène, qui ont fait la couture. Est-ce que le spectacle vous a plu? Est-ce que vous voudriez le revoir? Bon, eh bien, nous ferons ça bientôt, peut-être.